Oui, bonjour, nous voilà à nouveau réunis à distance cette fois-ci pour reprendre le dernier module qu'il nous restait à faire passer, et c'est le design thinking et innovation. J'espère que vous êtes bien arrivés chez vous et que le retour n'a pas été très compliqué. Alors, on a passé à revue pas mal de modules, nous en sommes au 4 et qu'on appelle donc le design thinking et innovation. Le design thinking, c'est quoi? Ça fera l'objet de la première partie de ma présentation. Qu'est-ce que le design thinking? Quelles sont les origines? Ça vient d'où? Quelles sont les différentes étapes du design thinking? Les avantages du design thinking? Et in fine, on va essayer de faire par nous-mêmes une application du design thinking. L'objectif général, c'est qu'à la fin de ce cours, vous saurez utiliser le design thinking comme outil de diagnostic et de résolution de problèmes. L'objectif spécifique de ce module, c'est de vous permettre une mise à niveau du concept design thinking. Vous allez toucher du doigt les enjeux du design thinking et vous saurez comment utiliser le design thinking dans vos activités régulières. Là, nous en sommes donc au premier niveau de notre présentation. Qu'est-ce que le design thinking en tant que tel? Alors, c'est une approche de l'innovation centrée sur l'humain. C'est une méthode ou un process de conceptualisation globale centrée sur l'utilisation finale, en vue de réaliser des services ou de proposer un produit innovant. En d'autres termes, c'est un exercice qui rassemble des participants de différents domaines, de différentes expertises, pour faire ce qu'on appelle de la co-construction, trouver une solution innovante qui répondra aux problèmes complexes d'aujourd'hui et surtout sans dommage sur les ressources de demain. Ça doit vous dire quelque chose, le développement durable. Alors, en suivant 3 étapes majeures, comprendre d'abord quel est le problème sur lequel on va agir et quelles en sont ses causes. Imaginer ensemble des solutions innovantes grâce à l'intelligence collective donc, et rendre concrète cette solution, et toujours en positionnant au centre les personnes qui les utiliseront et les mettront en place. Donc l'homme, comme je vous disais dans les autres modules, est au cœur de tout ce que nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui. Ils seront au début et à la fin. Cette méthode, elle n'est pas nouvelle. Hein? Quand on parle de design thinking, on a l'impression que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, qu'on vient d'inventer là. Mais en fait, depuis plus de 50 ans, la méthode existe. Son premier objectif est de développer la créativité au sein de l'entreprise. Le design thinking part de la combinaison de 3 éléments. Un désir humain. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce que ce qu'on a envie de faire est viable économiquement? Est-ce qu'il est faisable techniquement? J'ajoute, ça c'est la définition, les 3 éléments, c'est la définition classique du design thinking. Mais j'ajoute qu'il faut que ça se passe dans une démarche de développement durable. Il ne faudrait pas, à force de vouloir faire quelque chose, la trilogie du développement durable doit être respectée, mais ces 4 principes fondamentaux, comme on a vu la dernière fois, doivent aussi se retrouver au sein de ce nouveau produit que nous voulons mettre en place. Et surtout, ne commettons pas l'erreur de traduire le design thinking comme un outil de design. Mais en fait, dites-vous, le produit que vous voulez mettre en place là, comment ça marche? Comment on va faire? C'est comme ça qu'il va falloir le traduire. Donc, comme j'ai dit, hein, c'est un outil d'innovation qui répond à 3 éléments, plus un désir humain. Donc, c'est une innovation dans l'usage. Donc, on va proposer
un nouveau produit qui doit répondre ou qui doit changer nos comportements. Ce nouveau produit, il doit être viable économiquement dans le domaine marketing, de l'innovation technique, mais il doit être aussi faisable techniquement, comme je vous ai dit tantôt. Et vous voyez, quand on aura réuni ces trois éléments et qu'on mettrait en place la trilogie du développement, et comme on a dit tantôt, mais on devrait pouvoir être en mesure de mettre en place un nouveau produit qui respecte, qui rentre dans le cadre du développement durable. Et vous voyez, hein, entre un désir humain viable économiquement et faisable techniquement, mais il doit correspondre donc à une activité économique qui se déroule dans un cadre de relationnel, donc social, et dans un environnement avec le respect de l'environnement où il va se dérouler. Donc voici donc les deux trilogies qui se regroupent. Dans les aspects développement durable, il faut que la trilogie soit pour que l'activité soit durable, soit dite donc dans le cadre du développement durable, mais ailleurs également, pour qu'il y ait cette innovation-là, il faut qu'il y ait un désir humain, une viabilité économique et une faisabilité technique. Et tout ça donc dans le respect du développement durable. Design thinking, mais comme je vous disais tantôt, c'est pas nouveau. Pratiquement depuis les années 50, la notion a été mise en place et les concepteurs viennent encore une fois des États-Unis. Et l'idée était de réunir une équipe et de stimuler la création en la faisant brasser différentes idées afin de résoudre un problème, donc en trouvant les solutions qu'il faut. La création du premier programme interdépartemental s'est fait à l'université de Stanford, donc au début des années 60. Mais pour faire court, c'est vraiment dans les dernières décennies qu'il y a eu le père du design thinking, Tim Brown, le père actuel, c'est la personnalité qui fait référence dans ce domaine-là. Donc, a sorti son code de résolution de problèmes en 1992. Donc, ce sont les premiers à mettre en place le concept design thinking pour innover. Donc, création de nouveaux caddies de supermarchés, ça a été le cas en 1999. Et il y a aujourd'hui, depuis 2012, beaucoup d'écoles de design thinking dans le monde, à Paris, Pékin, Tokyo. Mais en fait, c'est des choses que nous faisons tous les jours. Et on fait comme M. Jourdain, on fait la pause sans rencontre. Dans sa démarche, donc, il y a le premier aspect, c'est l'empathie. C'est-à-dire savoir ce qui est important pour l'utilisateur final, se mettre à la place de l'autre. Comment le produit va être accepté par l'autre, hein, se mettre à la place de l'autre. Le deuxième point, c'est de définir le besoin. On a envie de faire. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? L'étape cruciale pour définir le challenge à relever est de répondre à la question initiale. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? L'envie. Et de là, se mettre ensemble pour générer des idées. Idéation, comme on dit dans le jargon anglo-saxon. Et l'objectif est de faire apparaître petit à petit les solutions aux problèmes posés. Le résultat final sera meilleur avec des idées divergentes et créatives, ce qu'on appelle communément de la co-construction. Des personnes d'origine diverses, d'origine intellectuelle diverse, d'expériences diverses, de niveaux divers, se mettent ensemble pour réfléchir sur un problème. Et une fois que le produit est sérié, identifié, validé, comme dans toute chose, il faut le tester. Et pour ça, il faut faire un prototype. Donc, c'est l'étape de création des idées qui ont été retenues permettent d'identifier l'utilisateur final et de gagner encore en empathie. Et quand le prototype est fait, il faut le tester. Donc, il faut faire des essais de la solution retenue, permettant d'obtenir l'avis des utilisateurs, d'affiner le prototype et de les améliorer au fur et à mesure. Mais ce qui est important, c'est que cette démarche ne peut vraiment réussir
que si le dirigeant de l'entreprise ou de l'organisation est adhère, ce n'est pas l'affaire d'un groupe dans l'entreprise, mais c'est l'affaire de tout le monde, y compris le premier donneur d'ordre, c'est-à-dire le patron de l'entreprise. Le design thinking, quand tout le monde se met ensemble pour réfléchir sur un problème, mais écoutez les gars, la première des choses qu'il permet de faire, c'est de créer une cohésion au sein de la compagnie. Donc, le design permet de créer des liens très importants entre les différents pôles d'une entreprise. Donc, il offre la possibilité de travailler ensemble de manière transversale et responsabiliser toutes les équipes et tout en valorisant l'effort qu'ils font au sein de l'entreprise. Et pour ça, il faut arriver à installer une culture de travail basée sur la créativité, le test et l'itération. Cette méthode de travail permet d'être en perpétuelle évolution et d'avancer plus rapidement et plus efficacement que la concurrence sur des marchés de plus en plus concurrentiels. Mais surtout, imaginez qu'il faut toujours mettre l'utilisateur au centre de la démarche d'innovation. Je vous le disais il n'y a pas longtemps, mettre l'homme au début et à la fin. Vous réfléchissez à la place de quelqu'un d'autre, mais mettez-vous à sa place et imaginez que vous soyez le principal utilisateur. Alors, comment on va essayer d'utiliser justement les design thinking dans le cadre de la formation Women in Energy? On a relevé dans la thématique les enjeux et les défis de la transition énergétique. Il s'est avéré que l'énergie, que l'accès à l'énergie lié aux différents facteurs qu'on a vus est la première réponse auquel nous, du secteur de l'énergie, devrons apporter une réponse. Mais qu'est-ce que souhaite comprendre, que souhaitons-nous comprendre sur la situation du bénéficiaire, les bénéficiaires? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut que tout le temps, ensemble, on se mette à se dire, mais les bénéficiaires, de quoi est-ce qu'il a besoin de faire? Que doit-elle changer ou faire de façon différente? Quelle tâche souhaite-t-elle réaliser? Comment saurait-elle qu'elle a atteint ou pas son objectif? Comment est-ce qu'elle perçoit la thématique énergie sur laquelle nous voulons intervenir et apporter une réponse à sa place? Est-ce que les produits sont disponibles, mais sur le marché, dans son environnement? Ce que sont les autres, comment a-t-elle eu connaissance de cette information sur la disponibilité du produit que nous voulons lui proposer? Est-ce dans des discussions informelles? Est-ce dans un film, une vidéo, la télévision, au courant de ses lectures? Parce que le bénéficiaire final, c'est vous, c'est moi, et c'est nous tous, quoi. Qu'est-ce qu'elle en dit du produit? Comment est-ce qu'il voit sa situation par rapport à l'énergie aujourd'hui? Et nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons entendu dire? Qu'est-ce qu'elle aurait dû dire? Voyez-vous, toutes ces questions sont une série de questionnements sur lesquels on doit apporter une réponse précise. Quelle est, au quotidien, par rapport à la problématique de l'énergie, comment la personne pour qui nous voulons apporter l'accès le vit? Quels sont les comportements que nous avons observés? Comment est-ce que réagit la population par rapport à la problématique énergie? On parle de problématique énergie, c'est parce qu'il y a un problème d'accès à l'énergie. Qu'est-ce qu'elle a entendu dire? Qu'est-ce que disent ses voisins? Qu'est-ce que disent ses amis, ses collègues, ses parents? Qu'est-ce qu'elle pense? Quelles sont ses craintes dans le domaine de l'énergie? Ses frustrations, elle n'en a pas. Elle est délestée de temps en temps, d'autres en ont, elle n'en a pas. Quelles sont les contraintes qui l'empêchent d'en avoir? Quelles sont ses aspirations? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait faire quand elle aura de l'énergie? Voyez-vous, c'est ces ensembles de questions auxquelles il faut essayer de répondre à travers ce que nous représentons à travers cette carte d'empathie qui recentre pratiquement l'ensemble des questions qu'on se pose par rapport à la mise sur pied
d'un produit qui doit pouvoir permettre de régler des problèmes d'accès à l'énergie qu'a la personne ou le groupe de population pour qui nous travaillons. Donc vous voyez, c'est une méthode pour conduire des projets innovants, centrés sur l'usager et qui accorde une place centrale à la construction et au test de prototypes. Ça nécessite une organisation propice à l'expérimentation et la créativité. On n'est plus dans un bureau enfermé entre quatre murs. On est dans une place ouverte, tous ensemble, assis, comme on le sent. On se met vraiment à l'aise pour réfléchir ensemble sur quel est le problème qu'il faut régler pour satisfaire le problème d'accès à l'énergie. Donc ça implique la participation de tous, y compris le chef d'entreprise. Il ne faut pas s'isoler. Il ne faut pas se dire, les gars, allez-y. Il faut que la personne y croit. Sinon, ça ne sert à rien. Ce sera lui le décideur final. Mais s'il n'y croit pas, ça ne sert à rien de le faire. Alors, c'est une méthode qui part de l'empathie pour arriver à un produit. Le design thinking, ben, c'est ça. Alors, comment ça marche? Pour la mettre en œuvre, je crois qu'il faut d'abord créer au sein d'entre nous tous. On est une quarantaine de participantes venant d'origines diverses et de profils très différents. Il y a des ingénieurs, il y a des économistes, il y a des environnementalistes, des juristes. Mais il faut que nous arrivions à créer un groupe ou 4 groupes pluridisciplinaires et le plus représentatif possible de l'ensemble de la sous-région. C'est-à-dire, il faudrait que les 4 personnes qui viennent d'un pays se répartissent dans les groupes, qu'ils ne se mettent pas ensemble. Donc, l'idée, c'est de vraiment être représentatif de l'ensemble du groupe, mais aussi en termes de pays, mais aussi en termes de profil. Et que chaque groupe va définir un objectif général par rapport à une problématique particulière. Quel est le problème que nous voulons régler? Je vous rappelle qu'un objectif, cela permet de choisir comment vous souhaitez avancer, comment vous voulez régler le problème auquel vous faites face. Et je vous rappelle également qu'un objectif, il doit être formulé de manière positive. Et si possible, utiliser des verbes à l'infinitif. Nous voulons gérer le problème d'accès à l'énergie. Nous voulons régler le problème des déchets. Voilà. On est confronté à un problème de transport. Qu'est-ce qu'on veut faire? Nous voulons rendre le transport accessible ou fluide à tout le monde. Et dites-vous bien une chose, hein? L'objectif général surtout, c'est ce qu'on appelle le but à atteindre. Il ne sera jamais atteint dans le court terme. Ce sera réellement dans le très très long terme. Mais entre l'objectif général et la matérialisation du produit qui permet de l'atteindre, on se fixe ce qu'on appelle des objectifs spécifiques. Vous le savez tous. Donc, autant lister les objectifs spécifiques qui vont vous permettre d'atteindre l'objectif général que vous êtes fixé au départ. Ces objectifs spécifiques ont la particularité d'être smart. Ils sont spécifiques parce il faut décrire les résultats à atteindre, le public destinataire. L'objectif est précis et sans équivoque. J'ai besoin de tant de produits pour atteindre mon objectif. Ça veut dire donc qu'il faut qu'il soit mesurable avec des critères et indicateurs nécessaires et suffisants. Il est possible de savoir si l'objectif est atteint ou non. Donc, il doit être mesurable. Et lorsque, dans un cadre logique, on va essayer de regarder le degré de satisfaction de l'objectif qu'on s'est posé, c'est ce qu'on appelle des indicateurs objectivement mesurables. Et il doit être aussi acceptable par le public et les professionnels du secteur. Il ne faut pas imaginer des choses inimaginables, quoi. Et donc, il faut qu'il soit réaliste et limité dans le temps. Et une fois que vous aurez respecté ces principes, donc on pourra se permettre de réfléchir sur les 4 thèmes que je vous propose: les déchets, la publicité,
L'accès, donc c'est dans le sens de l'accès à l'énergie et le transport. Nous sommes énergie. Lorsque nous réfléchissons déchets, on doit réfléchir énergie. Le produit final, ça sera énergie. Entendez-moi bien, je ne parle pas d'électricité, je parle d'énergie. Dans le cas de la publicité, aujourd'hui, mon envie, mon désir le plus intime, c'est de proposer une publicité durable dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a certainement des contraintes auxquelles on fait face quand on regarde le secteur de la publicité. On peut y apporter en plus avec une version énergie et durable en plus. L'accès, c'est un peu l'accès à l'énergie, encore une fois. Et le transport, comme j'ai eu à vous le montrer durant ma facilitation dans le domaine du développement durable, il faut du transport propre, de plus en plus. Comment est-ce que vous, à votre niveau, vous pourrez, dans le cadre de vos zones, vos sphères d'intervention, comment vous allez faire pour proposer du transport propre pour arriver à apporter un plus dans ce à quoi nous sommes en train de réfléchir. Proposer un produit dans le cadre du développement durable et de la transition énergétique et qui respecte tous les principes et la trilogie du développement durable. Voilà en gros, et donc là vous avez toute une série de questions que vous devez vous poser là à gauche du tableau, dans la première colonne, et le reste c'est un peu, chaque groupe va essayer, quand on est déchet, c'est de répondre aux 7 questions ou 8 qui sont dans la colonne de droite. Quand vous êtes de gauche plutôt, quand vous êtes publicité, il faut répondre de la même façon quand vous êtes publicité, du groupe publicité, groupe accès et du groupe transport. Et in fine, chaque groupe va faire un rendu. Et parce qu'il était prévu qu'on travaille en groupe en salle, maintenant que nous sommes en virtuel, vous aurez un espace qui vous permettra de rendre compte à l'ensemble de l'assistance, ce que vous avez eu à cogiter et quel est le produit que vous proposez, version énergie, pour régler des problèmes de déchets qui se posent dans votre environnement, des problèmes de publicité, des problèmes d'accès et des problèmes de transport. Je vous remercie.